Le 27 octobre 2025, Le Monde diplomatique publiait un article sur le programme de réarmement de l'Allemagne. 377 milliards d'euros, 320 nouveaux projets. Rheinmetall, Gross Maffei, l'industrie allemande de l'armement en pleine explosion. Le monde débattait. L'Allemagne allait-elle redevenir une puissance militaire? Le plus grand programme depuis Hitler, écrivait-il, depuis Hitler. Mais il y a eu un jour dans l'histoire où la puissance militaire allemande a fait quelque chose que le monde n'a jamais oublié. Un jour qui a changé la guerre à jamais. Un jour où 4000 avions ont disparu. Et les documents qui en parlent sont restés classifiés pendant 44 ans. Pourquoi? Imaginez. Vous êtes un pilote soviétique. Vous dormez dans votre caserne près de la frontière. C'est samedi soir, le 21 juin 1941. Votre commandant vous a assuré. La guerre n'arrivera peut-être qu'en 1942. Peut-être jamais. Staline a signé un pacte de non-agression avec Hitler. Vous êtes en sécurité. Vous dormez. À 3h15. Du matin, le 22 juin 1941, la plus grande invasion de l'histoire commence. L'opération Barbarossa, 3,8 millions de soldats allemands traversent la frontière. Mais ce n'est pas ça le plus remarquable. Le plus remarquable se passe dans les airs. La Luftwaffe lance 2770 avions de combat, simultanément, sur un front de 2900 km. De la mer Baltique à la mer Noire, chaque avion sait exactement où il vole. Quelle base aérienne soviétique? Quelles coordonnées? Certains pilotes ont des photos des aérodromes ennemis dans leurs poches, prises lors de vols de reconnaissance quelques jours auparavant, déguisés en vols commerciaux. Ce n'est pas normal. Ce n'est jamais arrivé auparavant dans l'histoire. Une offensive aérienne coordonnée sur 2900 km, à la même heure, avec des objectifs précis pour chaque avion. Dans les 30 premières minutes, des bombardiers allemands frappent 66 bases aériennes soviétiques, simultanément. La plupart des pilotes soviétiques dorment encore. Leurs avions sont alignés bien sagement sur les pistes, des cibles parfaites, pas de filet de camouflage, pas de dispersion, rang après rang, comme lors d'une parade. Le commandant Antoine Leclerc de l'escadron de chasse 51 écrira plus tard dans son rapport, je cite, « Nous avons survolé la frontière et avons vu des bases soviétiques en dessous de nous. Les avions étaient rangés en ligne parfaite. J'ai pensé que c'était un piège. Personne ne laisse son aviation aussi peu protégée. Mais ce n'était pas un piège. C'était la surprise. À 4h du matin, 45 minutes après le début de l'offensive, la Luftwaffe avait déjà détruit 800 avions soviétiques. Au sol, sans combat. Les pilotes n'ont jamais atteint leurs appareils. Certains ont essayé de décoller. Des chasseurs allemands attendaient au-dessus des bases. Ce qui montait en l'air était immédiatement abattu. Le lieutenant Jean-Pierre Dubois de l'EC-51 a abattu 4 appareils soviétiques ce matin-là, avant que le soleil ne soit complètement levé. Mais voici le point essentiel. La véritable ampleur de cette opération ne réside pas dans les premières heures. Elle réside dans la planification. Pensez-y. La Luftwaffe avait cartographié la position de chaque base soviétique importante. Comment? Dans les mois précédents Barbarossa, des avions de reconnaissance allemands ont survolé le territoire soviétique. Déguisés en avions de transport déviés de leur route, en avions commerciaux, parfois en appareils perdus. Les commandants soviétiques sont plaints à Berlin. Berlin s'est excusé, erreur de navigation, erreur humaine. Et pendant que Berlin s'excusait, des officiers du renseignement allemand développaient les photos. Chaque base, chaque piste, chaque hangar, cartographié, photographié, analysé. Le commandant Henri Dubois de l'EC-52 a décrit la réunion de préparation de la mission le soir du 21 juin. Ainsi, notre commandant nous a montré des photos de notre objectif. Je reconnaissais chaque arbre sur cette base soviétique. Il
Nous ont dit exactement où les avions seraient garés. Combien? Quel type? Ils avaient raison, tout était exact. À la fin du premier jour, le 22 juin 1941, la Luftwaffe avait détruit 1811 avions soviétiques selon les archives allemandes. Les archives soviétiques, déclassifiées en 1985, donnent un autre chiffre. Entre 3922 et 4074 avions. En 24 heures. Laissez ça vous imprégner. En une seule journée, l'Union soviétique a perdu plus d'avions que toute la Luftwaffe pendant la bataille. D'Angleterre en 4 mois. Plus que les Américains à Pearl Harbor. Plus que n'importe quelle force aérienne dans aucun conflit avant ou après. En 24 heures, comment Staline a-t-il réagi? Nous le savons grâce à des documents déclassifiés du NKVD rendus publics en 1991. Lorsque le général d'armée Pavel Rychagov, commandant des forces aériennes soviétiques, lui a apporté les chiffres, Staline a refusé d'y croire. Il a ordonné une enquête. Il a accusé Rychagov de sabotage. Rychagov a tenté d'expliquer. Les Allemands avaient cartographié chaque aérodrome. Ils ont attaqué simultanément. Nous n'avions aucun avertissement. Staline a fait fusiller Rychagov le 28 octobre 1941 pour soi-disant complot. Le vrai complot était qu'il avait dit la vérité. Les Soviétiques ont gardé secret les chiffres réels des pertes jusqu'en 1985. 44 ans. Pourquoi? Parce que ce n'était pas seulement une défaite militaire, c'était une humiliation. Une force aérienne, censée être la plus grande du monde, est rayée de la carte en une seule journée. Mais l'histoire devient encore plus intéressante. Des analystes militaires américains ont étudié l'opération Barbarossa après la guerre. Ils voulaient comprendre comment planifier une offensive aérienne de cette ampleur. L'école de guerre américaine a fait de Barbarossa un sujet d'étude obligatoire pour tous les officiers en 1948. Pas à cause de la brutalité, à cause de la coordination. Pensez à la logistique. 2770 avions, des centaines d'objectifs, 900 km de front, et tout devait se dérouler exactement au même moment. Une minute trop tôt, et la surprise serait perdue. Une minute trop tard, et les chasseurs soviétiques seraient en l'air. Le colonel Henri Dubois, qui a travaillé comme consultant pour l'US Air Force après la guerre, a décrit la planification ainsi. Nous avons commencé en mars 1941. Chaque escadron a reçu des objectifs spécifiques. Nous avons entraîné la gestion du temps. Chaque pilote connaissait sa route par cœur. Nous avons effectué des simulations de missions au-dessus de la Pologne pour tester les temps. Le 20 juin, nous avons effectué une réunion finale. Chaque pilote pouvait décrire son objectif les yeux fermés. La Luftwaffe a organisé l'offensive en 3 vagues. Première vague, des bombardiers détruisent les avions garés. Deuxième vague, destruction des hangars et des dépôts de carburant. Troisième vague, des chasseurs patrouillent au-dessus des bases pour empêcher les décollages des survivants. Il est prouvé par des documents. Le 8e corps aérien, sous le commandement du général Philippe de Richthofen, a attaqué 26 bases soviétiques dans les 2 premières heures, a détruit 528 avions au sol, 107 en l'air, a perdu 4 appareils contre 635. Ce n'est pas une bataille, c'est une précision chirurgicale. Mais qu'est-ce qui a rendu cette précision possible? C'est là que nous arrivons au cœur du problème. La Luftwaffe a utilisé quelque chose que personne n'avait perfectionné. Jusqu'alors, le Auftragstaktik, tactique de mission dans la guerre aérienne, chaque pilote connaissait son objectif, mais il avait la liberté de décider comment l'atteindre. Si le temps était mauvais, il pouvait modifier sa route. S'il rencontrait l'ennemi, il pouvait esquiver et revenir plus tard. Planification centralisée, exécution décentralisée. C'est tout l'opposé de la doctrine soviétique. Les pilotes soviétiques avaient besoin d'ordre pour tout, ou voler. Quand voler, que faire en cas de contact avec l'ennemi? Sans ordre,
pas d'action. Le 22 juin 1941, il n'y avait aucun ordre. Les commandants soviétiques essayaient de joindre Moscou. Les téléphones étaient hors service. Les bombardements avaient détruit les lignes de communication. Les pilotes restaient assis près de leurs machines détruites, attendant des instructions qui ne viendraient jamais. Les pilotes allemands effectuaient leur mission, rentraient à la base, étaient ravitaillés, recevaient de nouveaux objectifs et repartaient. Certains pilotes effectuaient 5-6 missions par jour. Le commandant Antoine Leclerc effectua 7 émissions le 22 juin. Abattit 9 appareils soviétiques, revenant à chaque fois. La flexibilité des pilotes allemands choqua les survivants soviétiques. Le lieutenant Georges Baumann, dont la base près de Kovel avait été détruite, décrivit plus tard dans une interview de 1986. « Ils arrivaient par vagues. Nous pensions qu'après la première attaque, nous aurions le temps, mais ils revenaient, et revenaient, et revenaient. Ils ne semblaient jamais se fatiguer. Comment était-ce possible ? C'était possible parce que la Luftwaffe avait des équipes au sol, capables de ravitailler et d'armer les avions en quelques minutes, alors que les équipes soviétiques mettaient des heures. C'était possible parce que les pilotes allemands étaient entraînés à prendre des décisions sous pression, alors que les pilotes soviétiques étaient entraînés à obéir aux ordres. Mais voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. Les soviétiques n'ont pas seulement perdu des avions ce jour-là, ils ont perdu leurs pilotes les plus expérimentés. Beaucoup sont morts au sol, en essayant d'atteindre leurs machines. D'autres ont été abattus au décollage. Les pilotes qui ont survécu étaient souvent des débutants, qui s'entraînaient dans des bases éloignées. Cela signifiait que l'aviation soviétique ne perdait pas seulement ses machines, elle perdait son savoir institutionnel, ses tactiques, son expérience, tout, en une seule journée. Le général de l'air Baumann, commandant de l'aviation du front de l'Ouest soviétique, écrivit dans un rapport du 25 juin 1941 que l'historien Anthony Beevor cita en 2002. « Nous n'avons pas seulement perdu des avions, nous avons perdu des commandants, des instructeurs, des vétérans d'Espagne et de Finlande. Les hommes qui auraient dû former nos nouveaux pilotes, ils sont morts. Nous devons recommencer à zéro, mais la guerre ne fait que commencer. » Les conséquences stratégiques furent dévastatrices. Au cours des premières semaines de l'opération Barbarossa, la Luftwaffe bénéficia d'une supériorité aérienne presque totale. Les bombardiers allemands soutenaient les troupes au sol sans crainte d'interception. Les bombardiers en piqué Stuka détruisaient les colonnes de chars soviétiques sans être inquiétés. Les avions de reconnaissance cartographiaient les défenses soviétiques sans risque. Le général maréchal Fedor von Bock, commandant du groupe d'armée centre, écrivit dans son journal le 24 juin « La Luftwaffe nous donne des yeux. Nous voyons tous les mouvements soviétiques. Ils ne voient rien. Ce n'est pas une guerre, c'est une chasse. Une chasse. Réfléchissez à ces mots. L'une des plus grandes armées du monde, réduite au rôle de proie, parce que son aviation a été détruite en 24 heures. Mais la façon dont les Soviétiques ont réagi est la véritable histoire. Et ce que les Américains ont appris de ces documents après la guerre a changé la guerre aérienne moderne à jamais. Mais avant d'en arriver là, nous devons comprendre. Ce qui est arrivé aux pilotes soviétiques qui ont survécu, qu'ont-ils vu? Et pourquoi sont-ils restés silencieux à ce sujet pendant 40 ans? Le lieutenant Paul Garnier était l'un d'eux. Il pilotait un I-16, un chasseur soviétique que l'aviation rouge appelait fièrement le Faucon. Au matin du 22 juin 1941, il était basé sur la base aérienne de Vilnius. À 03h30, il fut réveillé par le bruit, non pas par des sirènes d'alarme, mais par des explosions. Dans une interview menée en 1998 par l'historien soviétique Artem Drabkin, Garnier décrivit ce moment, je cite, « Je suis sorti en courant de la caserne, le ciel était plein d'avions, des avions allemands,
Ils volaient bas, peut-être à 50 mètres du sol. Je pouvais voir les pilotes. L'un d'eux m'a fait un signe de la main, comme s'il me saluait. Puis, il a largué ses bombes. Mon appareil a explosé devant mes yeux. J'étais juste à côté, 3 mètres plus loin, et j'aurais été mort. Garnier survécut, pas son escadrille, sur les 24 pilotes de son unité. 4 survécurent à la première journée. Il essaya de voler plus tard, mais il n'y avait plus d'avion. Il devint fantassin, combattit le reste de la guerre à pied, un pilote sans avion, et voici le tragique. Garnier n'a pas été autorisé à parler de ce jour avant 1985. Pas publiquement, pas dans les rapports, pas même dans ses mémoires privées. Pourquoi ? Parce que le régime soviétique avait décidé que la vérité sur le 22 juin 1941 était trop douloureuse, trop humiliant. Dans les livres d'histoire officielle de l'Union soviétique, il était écrit « L'aviation a subi des pertes modérées au cours de la première journée. » Modérées. Pas 4000 avions. Des pertes modérées. Mais les hommes qui étaient là connaissaient la vérité. Et ils la portaient comme un secret. Le capitaine Philippe Leclerc, qui était basé à Brest-Litovsk, décrivit dans une lettre publiée à titre posthume en 1991 ce qu'il avait vu le 22 juin. Je cite, « Nous avions 74 avions sur notre base. À 04 heures, 68 d'entre eux étaient détruits. Les 6 restants n'avaient pas de carburant. Les dépôts de carburant brûlaient. Nous étions là, à regarder notre aviation partir en fumée. Personne n'a riposté. Nous n'avions pas de DCA, pas d'alerte. Rien. Imaginez cela. Vous êtes un soldat. Vous voyez toute votre base détruite. Vos camarades mourir et vous ne pouvez rien faire. Juste regarder, après la guerre, le Pentagone n'a pas seulement étudié les rapports allemands sur l'opération Barbarossa. Ils ont étudié les survivants soviétiques. En 1947, les services de renseignement militaires américains ont interviewé 142 transfuges soviétiques, anciens pilotes et équipes au sol. Ces interviews ont été classifiées jusqu'en 1987. Lorsqu'elles ont été rendues publiques, elles ont révélé quelque chose de choquant. Les Soviétiques savaient qu'une attaque allait avoir lieu. Pas quand, pas où, mais ils savaient. Les rapports de reconnaissance avaient fait état de concentration de troupes allemandes le long de la frontière. Des espions soviétiques à Berlin avaient mis en garde contre une attaque imminente. Mais Staline ne les croyait pas, ou ne voulait pas les croire. Le 21 juin 1941, quelques heures avant l'attaque, un sous-officier allemand déserta du côté soviétique. Il avertit « L'attaque aura lieu demain matin, à 03h ». Les commandants soviétiques en informèrent Moscou. Staline ordonna que le déserteur soit fusillé. Il qualifia cela de désinformation allemande. À 03h15, le 22, le mois de juin a marqué le début de l'opération Barbarossa, exactement comme le déserteur l'avait prédit. Et l'aviation soviétique était clouée au sol, sans préparation, sans alerte, impuissante. Mais c'est ici que ça devient encore plus intéressant. La planification allemande était d'une telle précision qu'elle anticipait même les renforts soviétiques. L'aviation allemande savait que si elle détruisait les bases près de la frontière, les soviétiques déplaceraient des avions de l'arrière vers l'avant. Alors, ils ont planifié une deuxième vague, non pas pour les bases de première ligne, mais pour les bases situées à l'arrière, à 200, 300 kilomètres derrière la frontière, des bases que les soviétiques croyaient sûres. L'après-midi du 22 juin, alors que les commandants soviétiques tentaient désespérément de faire venir des renforts, les bombardiers allemands ont frappé ces bases arrière, détruisant 600 avions supplémentaires, des avions qui n'étaient même pas encore arrivés au front. Le général-major Michel Gromadin, commandant de la 3e armée aérienne soviétique, a écrit dans un rapport daté du 30 juin 1941
que les archives russes ont rendu public en 1992. Ils savaient tout. Où étaient nos réserves? Où étaient nos dépôts de carburant? Où étaient nos dépôts de munitions? Comme s'ils avaient des cartes de nos propres bases, des cartes meilleures que les nôtres. Ils avaient de meilleures cartes, parce que le renseignement allemand avait cartographié chaque base soviétique pendant des mois. Parce que des espions allemands au sein des unités aériennes soviétiques collectaient des informations. Parce que l'Abwehr allemande déchiffrait les communications radio soviétiques et suivait les mouvements des unités. Ce n'était pas de la chance. C'était de la planification de guerre industrielle. C'est ce qui arrive quand une machine militaire calcule chaque variable, analyse chaque risque, anticipe chaque mouvement de l'ennemi. Et voici pourquoi les États-Unis ont étudié cela si intensément après la guerre, parce qu'ils ont réalisé que dans une guerre future, surtout une guerre avec l'Union soviétique, la supériorité aérienne n'était pas négociable. Et la façon la plus efficace d'obtenir la supériorité aérienne n'était pas les combats aériens, c'était de détruire l'aviation ennemie au sol avant qu'elle ne puisse décoller. Le commandement aérien stratégique américain a développé dans les années 1950 une doctrine directement inspirée par Barbarossa. Frappe préventive. En cas de guerre avec l'Union soviétique, les bombardiers américains frapperaient les bases aériennes soviétiques, avant que les avions soviétiques ne puissent décoller. Exactement comme la Luftwaffe en 1941. Mais les soviétiques ont aussi appris. Et ce qu'ils ont appris a changé toute leur doctrine militaire. Après Barbarossa, les soviétiques n'ont plus jamais aligné d'avions les uns à côté des autres sur les pistes. Ils ont développé le concept de base aérienne dispersée, avions répartis dans les forêts, camouflés, cachés, pistes mobiles, dépôts de carburant décentralisés. Ils ont également copié la Auftragstaktik allemande. Partiellement, les pilotes soviétiques ont reçu plus d'initiatives, pas autant que les pilotes allemands, mais plus qu'avant Barbarossa. Les structures de commandement rigides, qui avaient échoué le 22 juin 1941, ont été assouplies. Le maréchal de l'air Alexandre Novikov, qui devint commandant des forces aériennes soviétiques en 1942, a écrit dans ses mémoires, publiés en 1970, « Barbarossa nous a appris que le contrôle central sans initiative, au niveau inférieur, est du suicide. Nous devions apprendre à nos pilotes à penser, pas seulement à obéir. C'était une révolution pour la culture militaire soviétique. Et elle a commencé avec une catastrophe, avec 4000 avions détruits, avec des pilotes pleurant à côté de machines en flammes, avec un jour qui a changé la guerre aérienne pour toujours. Mais il y a un autre niveau à cette histoire. Un niveau que peu connaissent, un niveau que le gouvernement soviétique a gardé secret jusqu'en 1991, et qui montre que le choc psychologique de Barbarossa a été aussi dévastateur que la perte matérielle. À l'automne 1942, et plus d'un an après Barbarossa, les dirigeants militaires soviétiques ont commencé à remarquer un problème. Des pilotes qui avaient survécu au 22 juin 1941 montraient un comportement étrange. Certains refusaient de voler à basse altitude, d'autres avaient des crises de panique lorsqu'ils voyaient des avions allemands, d'autres encore ne pouvaient plus voler au-dessus du territoire ennemi. Le commissariat du peuple à la défense a ordonné une enquête secrète en 1943. Des psychiatres militaires ont examiné 300 pilotes qui étaient en service le 22 juin 1941. Les résultats ont été classifiés jusqu'en 1991. Lorsque des historiens russes ont ouvert ces dossiers, ils ont trouvé quelque chose de terrifiant. 67% des pilotes examinés présentaient des symptômes de ce que nous appellerions aujourd'hui un syndrome de stress post-traumatique. Cauchemars, flashbacks, hypervigilance. Mais en 1943, la psychologie militaire soviétique n'avait pas de nom pour cela. Ils appelaient ça de la lâcheté.
Certains pilotes ont été rétrogradés, d'autres envoyés dans des bataillons disciplinaires. Le colonel Alexis Gondobin, l'un des psychiatres enquêteurs, a écrit dans un rapport interne de mars 1943 que la revue Military Psychology Quarterly a publié en 1995. Ces hommes ne sont pas des lâches. Ils ont vécu quelque chose que le cerveau humain ne peut pas traiter. Ils ont vu leur monde entier détruit en quelques minutes. Leurs camarades sont morts à côté d'eux. Ils ne pouvaient rien faire. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est un traumatisme. Mais la Russie de Staline n'avait pas de place pour les traumatismes. Il n'y avait que des héros et des traîtres. Les pilotes qui ne pouvaient pas voler étaient des traîtres. Point final. C'est un aspect de Barbarossa dont on parle rarement. La guerre psychologique. La Luftwaffe n'a pas seulement détruit des avions, elle a détruit le moral. Elle a détruit la confiance. Elle a détruit la conviction des pilotes soviétiques qu'ils avaient une chance. Et c'est exactement ce que le Pentagone a étudié avec la plus grande intensité après la guerre. Comment détruire non seulement la force de combat matérielle de l'ennemi, mais aussi sa volonté de se battre. Comment créer un choc si accablant que l'ennemi abandonne avant même que la bataille ne commence véritablement? Ces questions ont conduit au développement de la doctrine moderne de shock and awe. L'idée est de submerger l'ennemi avec une force si massive, si rapide, si précise, que son système de commandement s'effondre, que ses soldats perdent courage, que ses dirigeants capitulent. Barbarossa, en 1941, était shock and awe, avant même que le terme n'existe. Et ce qui s'est passé ce jour-là dans le ciel au-dessus du front de l'Est définit encore aujourd'hui la façon dont les armées modernes pensent à la guerre aérienne. Mais l'histoire ne s'arrête pas en 1941. Elle ne s'arrête même pas en 1945. Elle se termine aujourd'hui avec Rheinmetall et 377 milliards d'euros. Avec des pilotes de l'OTAN qui apprennent les tactiques allemandes de 1941. Avec des manuels dans les académies militaires américaines qui utilisent Barbarossa comme étude de cas, parce que ce qui a commencé le 22 juin 1941 n'était pas seulement une bataille, c'était une révolution dans la guerre. Et pour comprendre à quel point cette révolution a été profonde, nous devons revenir en arrière, revenir aux documents qui sont restés classifiés pendant 44 ans. Retournons à ces hommes qui gardaient le silence. Retournons à cette question. Que découvrirent les analystes américains dans les archives allemandes qui étaient si précieux qu'ils en firent la base de leur propre doctrine en matière de force aérienne. 1948. L'école de guerre américaine à Carlisle, en Pennsylvanie. Un groupe d'officiers américains participe à une réunion secrète. Devant eux, des documents allemands capturés, des plans d'opération, des comptes rendus, des carnets de vol, tout sur l'opération Barbarossa. Le document de la réunion porte le cachet Top Secret. L'officier responsable est le brigadier général William Donovan, ancien chef de l'Office of Strategic Services. Ce que ces officiers découvrirent dans ces documents changea tout. Ce n'était pas la brutalité. C'était la précision. Les Allemands avaient traité la guerre aérienne comme une science. Chaque variable calculée, chaque éventualité planifiée, chaque pilote parfaitement préparé. Les Américains découvrirent quelque chose qui les fascina. Les documents de planification allemands montraient que, 3 mois avant Barbarossa, la Luftwaffe avait déjà calculé les taux de perte. Ils savaient qu'ils perdraient environ 150 à 200 de leurs propres appareils. Ils en perdirent 113. C'est de la planification de guerre industrielle à un niveau que le monde n'avait jamais vu auparavant. Mais il y avait autre chose dans ces dossiers. Quelque chose dont l'armée de l'air américaine avait absolument besoin. Les Allemands avaient mis au point un système qu'ils appelaient Jägerleitwerfahren, une procédure de guidage de chasseurs. Des stations de guidage radar au sol coordonnaient les avions de chasse en temps réel, disaient aux pilotes où se trouvaient les avions ennemis, les dirigeaient vers la cible.
C'était révolutionnaire. Les États-Unis copièrent ce système. Il devint la base du système AWACS moderne. Airborne Warning and Control System, des centres de commandement volants qui coordonnent les chasseurs. Aujourd'hui, c'est la norme à l'OTAN, inventée par la Luftwaffe pour Barbarossa. Mais ce n'est pas tout. Les documents allemands révélaient également quelque chose sur la gestion du temps. La Luftwaffe avait perfectionné le concept de vagues, pas tous les avions en même temps. Des vagues échelonnées avec des tâches spécifiques. La première vague neutralise la flaque. La deuxième vague bombarde les cibles. La troisième vague patrouille. La quatrième vague apporte des renforts. Ce concept est utilisé aujourd'hui par toutes les forces aériennes modernes. Les États-Unis l'ont appelé « Package Strikes ». L'OTAN l'appelle « Composite Air Operation ». Mais il est venu de la Luftwaffe en 1941. Voici encore quelque chose que peu de gens savent. Pour Barbarossa, les Allemands ont développé le concept des Mission Type Orders en allemand. Auftragstaktik. Chaque pilote recevait un objectif et une tâche, mais pas d'instructions détaillées sur la manière d'y parvenir. Initiative au niveau inférieur, flexibilité dans le chaos. Le corps des Marines des États-Unis a adopté ce concept dans les années 1980 et l'a appelé Mission Command. Aujourd'hui, c'est une doctrine standard dans toutes les armées de l'OTAN. Vous vous souvenez de la publication de l'US Naval Institute de mai 2025 que j'ai mentionné au début? L'article s'intitulait « Auftragstaktik leads to decisive action », la même tactique qui, le 22 juin 1941, a détruit 4000 avions soviétiques. Le général David Petraeus, ancien commandant des forces américaines en Irak, a écrit dans un essai en 2012 « La leçon la plus importante que nous ayons tirée des opérations allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale n'était pas leur technologie, c'était leur philosophie. Initiative avant obéissance, adaptation avant plan. Mission avant ordre, c'est l'héritage de Barbarossa, pas les 4000 avions détruits, mais la façon dont ils ont été détruits. Mais il existe une autre dimension, une dimension politique, une dimension qui est plus pertinente que jamais en 2025. Vous vous souvenez de l'article du Monde diplomatique du 27 octobre 2025? Le programme de réarmement de l'Allemagne, d'un montant de 367 milliards d'euros. Le monde se demande. L'Allemagne redeviendra-t-elle une puissance militaire? Certains se souviennent de 1941, de Barbarossa, de la Wehrmacht, et ils ont peur. Mais voici l'ironie. Les tactiques militaires qui effrayaient le monde en 1941 sont aujourd'hui la norme à l'OTAN. Les États-Unis enseignent l'Auftragstaktik. Les Britanniques utilisent la coordination aérienne allemande. Les Français ont étudié Barbarossa et ont copié le système de vagues. Le monde craignait la puissance militaire allemande en 1941. Et puis, après 1945, le monde a copié les tactiques militaires allemandes. C'est l'ironie historique à l'état pur. Rheinmetall, l'entreprise qui reçoit aujourd'hui 88 milliards d'euros pour l'armement allemand, est d'ailleurs la même entreprise qui produisait les MG-34 et Flak 88 en 1941. Les armes qui, le 22 juin 1941, ont détruit des bases soviétiques. Même nom, même philosophie technologique. Une autre époque, mais il y a une différence décisive. En 1941, l'Allemagne était une dictature qui voulait conquérir l'Europe. En 2025, l'Allemagne est une démocratie dans une alliance défensive. Les tactiques sont similaires. Le contexte est fondamentalement différent. Pourtant, la question demeure. L'histoire se répète-t-elle? Pas dans la forme, mais dans les schémas. Peut-être. La façon dont les armées modernes pensent, combattent, planifient, a des racines qui remontent loin dans le passé, jusqu'au 22 juin 1941, jusqu'à un matin où 4000 avions ont disparu et où la guerre a changé à jamais. Laissez-moi vous dire pourquoi cette histoire est importante, pas à cause des avions,
pas à cause des chiffres, mais à cause de ce qu'elle nous enseigne sur la préparation, la planification et la puissance de l'initiative. La Luftwaffe n'a pas gagné le 22 juin 1941 parce qu'elle avait de meilleurs avions. Les chasseurs soviétiques I-16 et Mi-J-3 étaient techniquement comparables. La Luftwaffe a gagné parce qu'elle était mieux préparée, parce que chaque pilote savait ce qu'il devait faire, parce que le système fonctionnait, même dans le chaos. C'est une leçon pour toute organisation, militaire ou non. La préparation bat la réaction, l'initiative bat l'obéissance, la planification bat l'improvisation. Ces principes sont aussi valables aujourd'hui qu'en 1941. Que l'on attaque des bases aériennes ou que l'on dirige une entreprise, les principes fondamentaux restent. Ces histoires ne sont pas seulement du passé. Ce sont des leçons pour aujourd'hui. Si vous appréciez cette vérité historique, si vous croyez que nous devons apprendre du passé, alors soutenez cette chaîne Super Thanks nous aide à raconter davantage de ces histoires oubliées, des histoires cachées dans les archives, qui ont été classifiées pendant 40 ans, qui nous montrent comment le monde moderne fonctionne vraiment. Mais revenons à l'histoire. Il y a un dernier aspect que nous devons considérer, l'aspect humain. Les pilotes des deux camps. Que pensaient-ils? Que ressentaient-ils? Le commandant Antoine Leclerc de l'EC-54 a décrit le premier vol au-dessus du territoire soviétique le 22 juin 1941 dans son livre « Als Jagdflieger in Russland », publié en 1983. Il a écrit « Je m'attendais à une résistance massive. Des chasseurs soviétiques dans les airs, de la flak depuis le sol, mais il n'y avait rien, le ciel nous appartenait. C'était faux, trop facile, comme si nous volions dans un piège. Mais ce n'était pas un piège, c'était une surprise totale. De l'autre côté, le lieutenant Boris Safonov, qui deviendra plus tard l'un des pilotes de chasse soviétiques les plus titrés, a survécu au 22 juin uniquement parce qu'il était malade dans un hôpital. Son escadrille a été anéantie au sol. Les 17 pilotes sont morts. Dans une interview en 1942, Safonov déclara « J'ai honte d'avoir survécu parce que je n'ai pas pu combattre. Mais aujourd'hui, je me bats pour les hommes qui sont morts le premier jour. Chaque victoire, je la leur dédie. » Safonov a bâti 29 avions allemands avant de mourir en 1942 au-dessus de la mer de Barents. Il combattait avec une rage que seul quelqu'un qui a perdu toute son unité en quelques minutes peut comprendre. C'est le prix humain de l'opération Barbarossa. Pas seulement des statistiques, des hommes, des pilotes qui se sont réveillés le matin en pensant que ce serait une journée normale. Et puis, leur monde est devenu feu et chaos, des deux côtés. Des pilotes allemands qui survolaient les bases soviétiques et réalisaient qu'ils bombardèrent des dormeurs. Des pilotes soviétiques qui regardaient impuissants, leurs machines brûlées. Personne ne gagne dans de tels moments. Certains survivent, mais personne ne gagne. Et pourtant, nous devons étudier cette histoire, non pas pour glorifier la guerre, mais pour comprendre, pour apprendre, pour reconnaître ce que signifie la préparation, ce que l'initiative accomplit, ce que la planification peut réaliser. Aujourd'hui, 24 ans plus tard, l'Allemagne est de nouveau confrontée à des décisions militaires. 377 milliards d'euros pour la défense. Rheinmetall produit de nouveau des chars, des munitions, des armes. Le monde regarde. Certains avec angoisse, d'autres avec espoir, tous avec des souvenirs. Mais l'Allemagne de 2025 n'est pas l'Allemagne de 1941. L'OTAN n'est pas la Wehrmacht, la défense n'est pas la conquête. Et pourtant, les tactiques restent, les principes, les leçons. Le corps aérien allemand a détruit 4000 avions soviétiques le 22 juin 1941. Mais le véritable héritage de ce jour n'est pas la destruction, c'est la leçon sur la façon dont les forces armées opèrent, comment les pilotes s'entraînent, comment les commandants planifient.
Les pilotes de l'OTAN volent aujourd'hui selon des principes qui ont été perfectionnés le 22 juin 1941. Les systèmes AWACS américains sont basés sur les procédures allemandes de contrôle de la chasse. Les frappes combinées britanniques sont la tactique allemande de la vague. Ce n'est pas de la glorification, c'est la reconnaissance de la vérité historique. Et la vérité est que l'opération Barbarossa a changé la guerre aérienne pour toujours. La façon dont les armées modernes pensent à la supériorité aérienne commence le 22 juin 1941. Un matin où le ciel au-dessus de l'Union soviétique appartenait soudainement à l'Allemagne. Les documents, qui sont restés classifiés pendant 44 ans, n'ont pas été gardés secrets à cause des atrocités. Les atrocités étaient connues. Ils ont été gardés secrets parce qu'ils montraient à quel point la machine de guerre allemande était efficace, à quel point elle était précise, à quel point elle était supérieure en termes d'organisation et de planification. C'était une vérité inconfortable pour les Alliés après 1945, mais la vérité finit par triompher. Et la vérité sur Barbarossa est que c'était la démonstration la plus parfaite de stratégie de guerre aérienne de l'histoire. Moralement répréhensible, absolument stratégiquement brillante, indéniable, et c'est la tension dans laquelle nous vivons lorsque nous étudions l'histoire. Nous pouvons reconnaître la brillance tactique sans excuser les crimes moraux. Nous pouvons tirer des leçons du passé sans le répéter. L'Allemagne de 2025 est cette tension. 377 milliards d'euros pour la défense. Rheinmetall produit de nouveau des chars, mais cette fois au sein d'une alliance démocratique. Cette fois pour la défense, pas la conquête. Cette fois avec des leçons tirées du passé, cette fois différent. Et la plus grande leçon du 22 juin 1941, la préparation est essentielle. L'initiative décide, et celui qui contrôle les airs contrôle le champ de bataille. L'OTAN le sait, la Russie le sait, la Chine le sait, toutes les puissances militaires modernes étudient Barbarossa, non pas pour le répéter, mais pour en tirer des leçons. Pour comprendre ce qui est possible lors de la première frappe d'une guerre, ce que la surprise peut accomplir, ce que la précision signifie, le 22 juin 1941 à 3h15 du matin, la plus grande invasion de l'histoire a commencé. À 3h45, le corps aérien avait déjà détruit 800 avions soviétiques. À minuit, il y en avait 4000. Un jour, une opération, une révolution. Et aujourd'hui, 84 ans plus tard, chaque pilote de l'OTAN vole avec des tactiques qui sont nées ce jour-là. Chaque académie militaire étudie cette opération. Chaque force aérienne moderne copie les principes qui fonctionnaient alors. C'est le véritable héritage de Barbarossa. Pas la destruction, la transformation, la façon dont ce seul jour a défini la guerre moderne et la définit encore aujourd'hui. Rheinmetall 2025 contre Corps aérien 1941. Doctrine de l'OTAN contre Auftragstaktik allemande. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Et parfois, quand nous regardons de près, nous reconnaissons des schémas qui n'ont jamais disparu, qui ont seulement été transformés, adaptés, modernisés, mais qui, au fond, sont restés les mêmes. Préparation, initiative, précision. Ce ne sont pas des inventions allemandes, mais l'Allemagne de 1941 les a perfectionnées dans la guerre aérienne, et le monde a appris à le faire. D'abord à contre-cœur, puis avec enthousiasme. Enfin, comme allant de soi, aujourd'hui, le monde débat du réarmement allemand. Mais le monde vole depuis longtemps avec des tactiques allemandes. C'est l'ironie. Nous craignons ce que nous avons déjà adapté. Nous mettons en garde contre ce que nous apprenons déjà. Et c'est précisément pourquoi nous devons raconter ces histoires, non pas pour glorifier, non pas pour justifier, mais pour comprendre, pour reconnaître, pour voir la vérité, même si elle est inconfortable. Le 22 juin 1941, 4000 avions ont disparu,
Mais ce qui est né ce jour-là n'a jamais disparu. Il s'est transformé, est devenu la doctrine de l'OTAN, est devenu la stratégie moderne de guerre aérienne, est devenu la normale. Et aujourd'hui, lorsque Rheinmetall produit des chars, lorsque l'Allemagne dépense 377 milliards pour la défense, lorsque le monde regarde avec nervosité, nous devons nous rappeler, les tactiques que nous craignons, nous les utilisons depuis longtemps nous-mêmes. C'est la vérité inconfortable sur Barbarossa, et peut-être la leçon la plus importante de toutes. Si vous pensez que ces vérités historiques doivent être racontées, si vous voulez entendre plus de ces histoires qui sont cachées dans les archives, alors écrivez-le dans les commentaires. Discutez, débattez, partagez vos pensées, car l'histoire n'est pas un passé mort. Elle vit dans les schémas que nous répétons, dans les leçons que nous apprenons. Dans les décisions que nous prenons aujourd'hui, Rheinmetall 2025 contre Wehrmacht 1943, l'histoire de la puissance militaire allemande se répète-t-elle? Ou le monde a-t-il simplement appris ce qui fonctionnait si terriblement bien le 22 juin 1941? Partagez votre opinion dans les commentaires. Et n'oubliez pas, connaître l'histoire ne signifie pas la répéter. Il s'agit de comprendre pourquoi ces événements se sont produits. Il s'agit de comprendre comment nous aurions pu ou pourrions faire mieux. Parce que l'histoire, ce n'est pas juste une suite de dates ou de noms. C'est une tentative, une lutte pour saisir le passé afin d'éclairer le présent et d'orienter l'avenir. C'est une démarche exigeante qui nécessite esprit critique, ouverture d'esprit et une bonne dose d'humilité. Parce qu'on ne peut jamais, vraiment, tout savoir, tout comprendre. Et c'est précisément dans cet espace, entre le connu et l'inconnu, que réside la vraie valeur de l'histoire, non pas dans la certitude, mais dans la quête, dans l'effort constant, de donner un sens à ce qui a été. Alors, plongeons, sans plus attendre, dans les méandres complexes de l'opération Barbarossa. Analysons les décisions, les motivations, les erreurs et les conséquences pour tenter de comprendre pourquoi des millions d'hommes ont perdu la vie dans ce conflit d'une ampleur sans précédent et pour que cette tragédie ne se reproduise plus jamais, parce que le passé n'est jamais vraiment passé. Il rôde, il influence, il façonne notre monde actuel. Et seule une connaissance approfondie de ces leçons peut nous permettre d'éviter de répéter les mêmes erreurs fatales.